il se fait que le hasard a voulu qu'on ne s'est pas concerté évidemment et que je vous parle aussi d'autonomie. Mais comme ça vient d'être fait, je ne le ferai pas. Vous comprenez l'hétéronomie, on dépend toujours des autres. Enfin, quand même vous dire simplement, et c'est un aspect du discours qu'on vient d'entendre sur le plan pratique pour vous qui travaillez sur le terrain, donc ce que je retiens en tout cas, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que l'autonomie n'existe pas. Et que ce qui est intéressant évidemment de se demander, c'est pourquoi est-ce qu'on doit travailler avec cette catégorie-là, effectivement. Et après quoi on court quand on essaie de rendre les gens autonomes, alors que c'est impossible par définition. Je vous donne deux exemples, quand même pour étayer un peu le propos, mais qui redisent ce qui a été dit admirablement bien. Premier propos, c'est quand je vais dans des équipes, on me raconte l'histoire de patients, et on a encore assisté ici à des vignettes évidemment, et on vous décrit le profil du patient, il est atteint de ceci, cela, dans une famille comme ceci, enfin, il est au chômage, je raconte de leur profil parfois catastrophique, et puis on vous dit, mais il ne veut pas ceci, c'est son choix, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? C'est-à-dire qu'on vous a raconté une vie qui est déterminée par toute une série de caractéristiques, de telle sorte qu'on peut même comprendre à partir de cette vie déterminée pourquoi elle ne veut pas ce dont on va parler. Et pourtant, en même temps, moi j'ai jamais compris ça, je vous avoue, vous avez les soignants, mais comme les philosophes, comme n'importe qui, qui disent, mais en attendant, elle ne veut pas de sa liberté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Et donc il faut bien qu'on refuse. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans la situation, avec ce concept d'autonomie qui nous pollue la vie, vous êtes dans une situation où, l'image que j'utilise est toujours la suivante, vous avez devant vous un carré, et le mot pour penser ce carré, pour essayer de le comprendre, c'est un mot qui est triangulaire. Et puis après, on se plaint que ça ne va pas, que c'est difficile, que finalement, enfin bref, et qu'on ne sait pas quoi faire. Donc forcément, il faut avoir les bons mots pour penser les choses, et il faut pouvoir les penser correctement. Vous connaissez la phrase de Camus qui dit, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Et il est vrai que d'un certain point de vue, ce concept d'autonomie rajoute du malheur au monde. Je vais vous donner un autre exemple pour essayer de le comprendre très simplement et très intuitivement. Nous sommes tous autonomes, en tout cas nous prétendons. Mais avez-vous déjà réfléchi simplement aux conditions, alors je rajoute et je souligne pour que vous voyez bien ce dont on veut parler, aux conditions dont vous dépendez pour que ce petit jeu d'autonomie devienne possible. De telle sorte qu'en fait on n'est pas autonome, on est dépendant. C'est pas compliqué, il ne faut pas être philosophe pour le savoir, on le vit tous les jours. Vous avez au moins trois conditions dont on dépend, et imaginez qu'on vous les enlève, c'est ce que les patients vous montrent, imaginez qu'on vous les enlève, vous allez voir que votre vie va chavirer, que ce petit jeu n'est plus possible. Alors la première condition c'est quoi? C'est au moins de jouir d'une certaine santé, au moins physique et mentale. Imaginez que du jour au lendemain vous perdiez vos jambes, et vous allez voir que votre autonomie, en tout cas ici de mouvement, eh bien, elle va être méchamment entravée, évidemment. Donc, évidemment, je peux faire ce que je veux, me déplacer, etc., penser ce que je veux aussi, du moment que j'ai la santé qui me le permet. Et quand on parle de la santé, évidemment, ce n'est pas simplement la santé, il faut être très concret, c'est tout simplement tous ceux qui rendent possible ma santé. Donc, voilà que je suis dépendant des autres du point de vue de ma santé pour que moi, je puisse continuer à jouer ce petit jeu qui est celui de l'autonomie que je prétends avoir. Deuxième chose, et ça, je souhaite que je ne sois jamais confronté à ça, mais on a besoin d'argent. Imaginez que vous perdiez votre travail et vous allez voir que l'autonomie dont vous prétendez jouir, qui est soi-disant une caractéristique qui vous définit, en fait, elle va aller mal. Et évidemment qu'on n'est pas dépendant, qu'on n'est pas autonome, on est dépendant notamment des ressources financières, et il suffit donc d'en être privé pour effectivement ne plus pouvoir jouer ce petit jeu de l'autonomie qui n'est qu'un jeu social, une façon, comme ça a très bien été dit, une façon de se penser évidemment. Et puis vous avez un troisième élément évidemment qui intervient, qu'on n'aime pas d'aborder bien souvent, mais n'empêche que dans les exposés que j'ai entendus, c'est toujours là d'une façon ou d'une autre, c'est tout simplement le niveau politique. Imaginez d'être dans une dictature, imaginez d'être dans une institution, je ne compare pas les deux, enfin, mais n'empêche que vous allez voir que votre liberté de nouveau, votre autonomie, pouvoir décider soi-même, est-ce que je prends mon médicament ou pas, est-ce que ceci, est-ce que cela, vous allez voir que ça va être terrible, évidemment, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Donc, en d'autres termes, ce dont il est question, quand vous prenez ce petit point de vue qui est un peu naïf, mais enfin, bon, c'est pour faire apparaître des choses, le débat sur l'autonomie, rendre les autres autonomes, pouvoir soi-même préserver son autonomie, c'est un faux débat. Parce que personne n'est autonome. Simplement, ce qui est en jeu dans l'affaire, c'est ceci, me semble-t-il, en tout cas d'un certain point de vue, ce que nous appelons autonomie, c'est tout simplement l'art que nous avons de rendre invisible nos dépendances. Et tant qu'on ne le voit pas, vous gagnez votre vie, je n'ai pas besoin de savoir votre salaire, votre santé, ça ne m'intéresse pas, du moment que tout cela est assuré, et il n'y a rien de visible, tout le monde qui a un problème à ce niveau-là, j'aurai l'impression, je vous jugerai effectivement comme étant quelqu'un d'autonome.
Maintenant, évidemment, quand on perd son autonomie, qu'est-ce qu'on perd? On ne perd pas grand-chose, simplement ce qui se passe, on ne perd pas grand-chose. La vie devient un enfer. Mais comprenez pourquoi elle devient un enfer? Parce que tout d'un coup, ceux dont on dépendait déjà avant, mais ceux dont on dépend maintenant devient visible. C'est ça le problème. J'ai besoin d'argent. Et quand je ne gagne plus ma vie, eh bien, il faut que j'aille mendier quelque part. Et voilà que ça devient visible, que j'ai bien besoin d'argent, comme le petit qui travaille. Il n'est pas plus autonome que moi, mais lui, ça se fait tout seul. Cette dépendance est devenue invisible. Donc ça c'était le premier niveau, je voulais développer ça, mais avec tout ce qui a été dit, je dis c'était... Alors, deuxième petite question, du coup j'ai cherché, mais qu'est-ce que je vais raconter? S'il y a quelqu'un qui a été stressé ici pendant l'exposé, en attendant, en plus avec le temps qui passe, alors, deux petites questions quand même par rapport à ce que j'ai entendu, que je voudrais évoquer. Donc c'est vrai que quand on est dans les équipes mobiles, etc., on va à domicile. Ce que je voudrais juste évoquer ici, ça mériterait d'être développé, mais c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'arriver au domicile, c'est toujours un viol, même si la personne vous ouvre la porte. Et que soi-disant sous prétexte d'aider une subjectivité en souffrance, en fait, ça commence mal, toujours, même si la personne vous accueille avec un grand sourire. Alors pour le comprendre, ce qu'on veut dire ici, c'est une petite idée, une petite suggestion, c'est qu'effectivement, il y a un lien qui est beaucoup plus étroit, beaucoup plus intime qu'on ne le pense, entre ce que nous sommes comme sujet et ce qu'on appelle classiquement le chez-soi. D'où le fait qu'être privé d'un chez-soi, c'est terrible, évidemment, parce que ce n'est pas simplement le fait que je perde un toit, mais ça nous atteint en tant que sujet. Alors, une façon de le montrer, c'est de le montrer de la façon suivante, c'est de comprendre simplement ce qu'il y a. Donc, quand on va chez les gens, il faut faire attention. Qu'est-ce que c'est qu'être un sujet? Alors, moi, je m'appuie évidemment sur les ressources qui sont les miennes, qui sont bien modestes, qui sont celles de la philosophie, donc il n'y a pas de prétention thérapeutique ici derrière, évidemment, mais le discours classique que l'on entend, qui rejoint, qui résonne un peu avec ce que la psychologie nous raconte, c'est tout simplement qu'être sujet, c'est tout simplement pouvoir se situer face aux autres, ne pas se confondre avec les autres, ne pas se confondre avec le monde. Donc, par exemple, vous avez chez Lévinas une belle image qui est reprise en disant quand on met un enfant au monde, c'est une catastrophe. C'est horrible. Ce qui sauve un enfant, c'est pas d'être projeté dans le monde, parce qu'à ce moment-là, il devient quoi? Pensez au SDF, hein. Il devient tout simplement un objet parmi les objets. Le processus de subjectivation ne peut pas se mettre en place. Ce qui sauve un enfant, dit Lévinas, c'est le fait qu'on va le reprendre dans ses bras. Et en le reprenant dans ses bras, qui sont normalement les bras de la mère ou de quelqu'un qui va jouer ce rôle-là, eh bien ce qu'on fait, c'est arracher l'enfant au monde pour le mettre face à lui. Et dans cette relation-là, du coup, il va pouvoir se construire progressivement, évidemment, ça ne se joue pas qu'à ce moment-là, mais il va pouvoir se construire progressivement comme un sujet face aux autres, face au père, face au monde, face à tous les autres groupes, etc. Et ainsi exister comme sujet à part entière. Alors, ce que, allez lire Lévinas, Totalité infinie, il montre que ce processus-là, le fait qu'on s'arrache, qu'on se met face aux autres pour exister comme sujet, comme une personne à part entière, ça ne se fait pas que psychologiquement, que psychiquement. Nous sommes un être de chair et d'os, et une autre façon, et c'est présent dans toutes les cultures, une autre façon de le faire dont nous avons besoin, de nous mettre face au monde, de nous arracher donc du monde pour le mettre comme face à nous, eh bien ça se fait en ayant un toit. Que ce soit une tente, que ce soit une maison, que ce soit un appartement, que ce soit même une voiture, ou sous un pont derrière un carton, mais c'est vrai que d'avoir un chez-soi, c'est tout simplement ce moyen que nous avons trouvé qui nous est consubstantiel, qui nous permet tout simplement de sortir du monde. Vous verrez tout à l'heure, essayez d'y penser, quand vous allez rentrer chez vous, c'est vrai que le monde est dehors. Vous n'êtes plus dedans. Prenez le contre-pied, prenez un exemple qui est un contre-exemple. Imaginons qu'il y ait des inondations chez vous. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est le monde qui fait intrusion chez vous. Ou bien vous avez des rats, ou bien des fourmis. Enfin, vous choisissez, mais enfin, quelque chose qui est en attendant, on ne se sent plus chez soi, ça ne va pas quoi. Il va falloir réparer la maison, le lieu que l'on habite, a pour but de nous isoler du monde et ainsi de pouvoir nous mettre par la fenêtre face à lui comme sujet qui ne se confond pas avec lui. Et nous avons besoin, donc ici vous n'êtes pas chez vous, vous êtes quelque part dans le monde, dans un auditoire, et ce monde n'existe que par rapport à un lieu qui vous est propre et qui est celui dans lequel vous allez pouvoir vous retirer. Donc, quand on a un voleur, maintenant pour que vous voyez un peu plus, hein, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème, enfin, vous avez un voleur chez vous, ou bien pendant que vous êtes ici, on est en train de cambrioler votre maison, votre appartement, mais n'empêche, qu'on soit là, qu'on soit pas là, qu'on change rien, vous avez des gens qui vous disent, et on peut le comprendre, mais c'est terrible, je me sens comme violé, je ne me sens plus chez moi, il y a quelque chose, enfin, on se sent atteint subjectivement. On pourrait dire, hein, en étant très, très matérialiste,
Maintenant, c'est ta maison qui a été agressée. Toi, ça va bien, mais il n'empêche que c'est plus fort que nous, on se sent atteint quelque part dans ce que nous sommes comme sujet. C'est-à-dire que la maison ne fait plus office de lieu qui m'isole effectivement et qui me permet d'être un sujet face à. Donc, si vous comprenez bien, le chez-soi, ce n'est pas simplement un toit qui joue une fonction de sécurité. C'est d'ailleurs le problème que l'on a, ceci dit, entre nous. Ça, pour moi, je ne connais pas tout, je vous avoue, mais pour le peu que je perçois, avec les logements sociaux, la façon qu'on a de les gérer, c'est monstrueux par rapport à cette problématique. Ce n'est que du calcul des surfaces à occuper, des gestions entre personnes, entre groupes, et on n'imagine jamais une seconde, parce qu'il y a quand même des gens qui le disent, que les gens qui ont vécu pendant 20 ans dans un logement social qui est devenu beaucoup trop grand pour eux, effectivement, n'empêche qu'ils sont attachés à ce lieu. Ah non, écoutez, désolé, ils sont tout seuls, il y a 3 chambres, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, on va les faire payer pour ça, mais on va les mettre ailleurs. Et on délocalise comme ça les gens, comme si dans le fond, ils ne s'identifiaient pas à ce lieu de vie, qui, même s'il est devenu trop grand, n'empêche, leur permet d'exister comme sujet, une partie de leur histoire, et raconte ce qu'ils sont, évidemment. Ça, c'est pour les philosophes, on s'en fout, en attendant, il faut rentabiliser. C'est monstrueux sur le plan scientifique, pas pour les philosophes, on s'en fout, mais sur le plan humain, pour les personnes concernées, c'est vrai que c'est monstrueux, c'est ne pas savoir ce que c'est que d'habiter quelque part. C'est du logement social, voilà. Et donc c'est quelque chose, il faut faire attention. Mais donc ça veut dire aussi que maintenant, quand on est psy, qu'on intervient, parce que c'est une mission qu'on a au domicile de personnes, c'est vrai qu'on doit faire très attention, on ne sait pas qu'il ne faut pas le faire, évidemment je ne voudrais jamais dire une chose pareille, mais dans le fond, on ne rentre pas simplement dans une maison à la rencontre de quelqu'un.